Je suis très heureux de reprendre cette explication exhaustive de l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique que j'ai dû interrompre justement en raison de problèmes techniques. Je suis très heureux aussi de voir que cette série est un peu suivie, qu'il y a des gens qui la regardent. Honnêtement, je ne savais pas en me lançant dans ce travail si ça intéresserait des gens, et donc je suis content de voir que ça intéresse des gens. Ça me force aussi à approfondir ma compréhension de l'œuvre de Walter Benjamin, qui est une œuvre qui me fascine, et qui est extrêmement compliquée. Compliquée au sens où elle est nuancée, subtile, dialectique. Et donc il faut se méfier de ses intuitions et de ses certitudes. Donc on va essayer de continuer ce travail. Je lis l'extrait qu'on va... Enfin, les extraits, le premier extrait qu'on va étudier aujourd'hui, qui est donc dans la suite immédiate de ce qu'on étudiait avant. Je fais vraiment une analyse linéaire. La technique de reproduction, telle pourrait être la formule générale, détache la chose reproduite du domaine de la tradition. En multipliant sa reproduction, elle met à la place de son unique existence en série, et en permettant à la reproduction de s'offrir en n'importe quelle situation au spectateur ou à l'auditeur, elle actualise la chose reproduite. Donc Walter Benjamin résume ici en une formule générale l'hypothèse qu'il va s'agir de travailler, c'est-à-dire l'idée que la technique de reproduction détache la chose reproduite du domaine de la tradition. Alors, comme je l'ai déjà dit dans cette série de vidéos, ce serait une erreur de lire Walter Benjamin en le ramenant à des dichotomies figées. Et quand il résume cette formule générale, nous pourrions en conclure, si on allait trop vite, qu'il y a bien l'idée d'une rupture franche avec la tradition dans le développement de la technique de reproduction. C'est une interprétation qu'en fait on a tendance à avoir quand on a peu lu Walter Benjamin et qu'on a lu par exemple des résumés de Walter Benjamin, ou qu'on a étudié Walter Benjamin par ouï-dire en quelque sorte. C'était notamment mon impression avant de plonger plus en profondeur dans sa philosophie. Mais en fait, on a bien ici affaire à ce qu'il appelle un détachement, et non pas à une pure et simple destruction. Donc on va se garder de conclure trop vite que Benjamin partage ici une vision simpliste et négative du rapport entre reproduction et tradition, qui impliquerait une liquidation de la tradition au sens d'une néantisation de la tradition. Bon. C'est un point essentiel en fait, et cette compréhension subtile de la notion de tradition, c'est une des choses qui m'a fait beaucoup aimer Benjamin quand j'ai compris en fait que pour lui la tradition, c'était pas simplement quelque chose qui était liquidé par la reproduction, mais en fait quelque chose qui pouvait être repensé par la reproduction technique. On y reviendra. L'existence sérielle de la chose, multipliée par la reproduction, conduit donc à une situation qui va être qualitativement différente de l'expérience de la chose. Autrement dit, l'augmentation quantitative, donc la multiplication, conduit bien à une différence qualitative. Elle s'offre maintenant en n'importe quelle situation au spectateur ou à l'auditeur. Donc il y a quelque chose qui a changé dans notre mode d'expérience de la chose reproduite. La chose reproduite est en fait actualisée. Autrement dit, elle est littéralement mise en acte devant nous. Il y a donc dans la reproduction une mise au présent, et même une mise en présence du passé qui s'était sédimentée dans la chose reproduite. Or, ce qui compte ici, c'est bien cette actualisation qui conduit à une modification dans le jeu de la transmission. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain extrait que je vous lis. Ces deux process mènent à un puissant bouleversement de la chose transmise, écrit-il, bouleversement de la tradition qui n'est que le revers de la crise et du renouvellement actuel de l'humanité. Ces deux process sont en étroit rapport avec les mouvements de masse contemporains. Leur agent le plus puissant est le film. En effet, Benjamin en arrive à l'idée que ces process mènent donc à un bouleversement de la chose transmise, qui est bouleversement de la tradition. Donc il faut ici s'arrêter, c'est compliqué, c'est plus compliqué que ce que ça peut paraître au premier abord. Donc ça me permet ici de spécifier encore la notion de tradition, qui est, comme je l'ai dit, au travail dans toute l'œuvre benjaminienne. Je vous invite à lire, par exemple,
le court texte sur le conte, le conteur, il me semble, qui est un texte magnifique et qui travaille aussi cette notion, mais il y en a beaucoup d'autres. La tradition n'est pas une réalité objective, une entité qui serait transmise, comme le legs d'un objet des temps lointains. L'erreur d'analyse, qui serait aussi une erreur un peu réactionnaire, une lecture réactionnaire de l'œuvre de Benjamin, serait ici de figer la notion de tradition, comme on pourrait le faire si on était justement un penseur réactionnaire par exemple, alors qu'au contraire, la tradition se joue justement dans le geste de la transmission. Pour comprendre plus profondément une telle idée, vous pouvez aller donc lire les magnifiques textes de Benjamin qui en parlent, et donc je le disais, le conteur, où il va penser le conte comme une activité. Le conte, donc j'y reviens, ne vit que dans l'actualisation vive de la narration orale. Il n'y a pas une histoire colportée de siècle en siècle, mais bien un geste de raconter qui fait se rejoindre un passé, l'histoire qu'on nous a racontée et qu'on retransmet, et un présent, celui du moment où je raconte et où en même temps je modifie, infléchis, travestis l'histoire initiale. Or, ce qu'il se joue ici, c'est un bouleversement dans ce dispositif de la tradition, et l'enjeu pour Benjamin est de montrer que ces bouleversements induits par une nouvelle condition technique sont le revers de la crise et du renouvellement actuel de l'humanité, je le cite. La crise est initialement un terme médical qui désigne à la fois le moment où une maladie atteint son acmé, son point critique, qui menace potentiellement l'existence propre du malade, et en même temps le moment où le médecin peut agir et où son action sera la plus efficace. Ainsi, la crise ne doit pas être entendue ici comme une simple position négative sur le mode de la déploration, mais bien comme un moment de révélation. Il y a dans la situation de crise des aspects saillants qui émergent et qui doivent inviter à l'action. Mais bon, du coup on peut se demander, quel est ce renouvellement de l'humanité dont Benjamin nous parle ici ? La notion de masse contemporaine qu'il convoque immédiatement permet d'apporter déjà un élément de réponse. La notion de masse est ambiguë, et comme toujours, désolé de vous le dire encore, d'un usage complexe chez Benjamin, de ce que j'ai compris. Quand on songe à l'usage du terme masse dans la philosophie politique, on ramène souvent ce concept à la manière dont Gustave Le Bon le travaille dans son livre très célèbre de 1895, La psychologie des foules. Je vous conseille d'ailleurs en passant une très bonne chaîne de philosophie, de sciences humaines sur les foules, qui s'appelle Fouloscopie, que je vous invite à aller voir si vous ne la connaissez pas déjà, très intéressant sur le sujet. La masse désignerait une foule qui, par agglomération d'individus hétérogènes, parviendrait pourtant à une forme d'unité mentale en quelque sorte, où les personnalités conscientes particulières s'évanouiraient. Ainsi, la masse désigne chez Le Bon une réalité sociopolitique distincte de la somme des individus et a des caractéristiques propres. Elle est dotée d'un sentiment de puissance, elle est manipulable, elle est travaillée par la contagion mentale. Bon, par exemple, la masse, elle est crédule. L'image un peu d'Épinal, alors d'Épinal, une image d'Épinal atroce, de la masse, c'est ces images de discours nazis, d'Hitler, devant une foule, une masse, en fait, plus littéralement une masse, qui va répondre de manière presque univoque, presque d'une voix, au message et au discours du chef, à Nuremberg. Vous avez peut-être cette image dans votre imaginaire mental, et sinon, je vous invite à aller voir ces images de propagande qui sont saisissante pour comprendre cette image de la masse telle qu'elle est thématisée chez Gustave Le Bon dès la fin du XIXe siècle. Toutefois, chez Benjamin, la notion est paradoxale car, si la définition de Le Bon lui convient pour parler de la masse de la petite bourgeoisie, elle ne fonctionne pas entièrement quand il s'agit de penser la masse prolétarienne, dont il est possible d'activer la tendance révolutionnaire par la conscience de classe prolétarienne. Donc là, évidemment, il y a une dimension marxiste derrière tout ça, même si c'est encore un point que je connais pas très bien et qu'il faudrait que je précise, mais le rapport de Benjamin à Marx est un rapport plus, on va dire, assez, comme d'habitude, assez complexe, assez personnel, en tout cas qui parfois se détache justement des positions de l'orthodoxie marxiste. Donc je ne vais pas aller plus loin ici pour pas complexifier encore l'analyse, qui est déjà assez compliquée, mais notez juste que quand vous lisez Benjamin, méfiez-vous toujours des concepts clos sur eux-mêmes et des définitions univoques, par exemple la notion de masse ici.
si on l'interprète dans sa veine politique classique, hein, la masse chez Gustave Le Bon, peut-être qu'on loupe un peu quelque chose. Quoi qu'il en soit, l'agent le plus puissant de ces masses va être le film, et c'est le film qu'il va donc falloir analyser spécifiquement ici. Alors, sa signification sociale, je continue de lire Benjamin, sa signification sociale, même considérée dans sa fonction la plus positive, ne se conçoit pas sans cette fonction destructive, cathartique. La liquidation de la valeur traditionnelle de l'héritage culturel. Ce phénomène est particulièrement tangible dans les grands films historiques. Il intègre à son domaine des régions toujours nouvelles. Et si Abel Gans, en 1927, s'écrie avec enthousiasme « Shakespeare, Rembrandt, Beethoven feront du cinéma », toutes les légendes, toute la mythologie et tous les mythes, tous les fondateurs de religions et toutes les religions elles-mêmes attendent leur résurrection lumineuse et les héros se bousculent à nos portes pour entrer. Il convie, sans s'en douter, à une vaste liquidation. Alors en effet, nous allons voir cela plus précisément dans la suite de l'essai, la signification sociale du cinéma, même quand elle est envisagée positivement, suppose l'analyse de sa fonction destructrice, cathartique. Encore une fois, on trouve ici la dialectique interne à l'analyse benjaminienne. Toute destruction implique production. Toute production est faite de destruction. Ici, ce qui est liquidé dans le film, c'est la valeur traditionnelle de l'héritage culturel. Mais, contrairement à ce qu'on peut lire parfois dans l'analyse de ce passage, il me semble qu'il y aurait une erreur à envisager cette liquidation comme une pure et simple négation de la tradition elle-même, comme je le disais plus tôt. On lit parfois que Benjamin considère que la tradition doit être détruite pour permettre la politisation de l'art. Mais je me permets de faire l'hypothèse ici que les choses sont plus nuancées, plus complexes. Je m'inscris ici dans les lectures notamment que fait Didier Berman de ce point-là. C'est sans doute une lecture que d'autres font. Moi, je connais cette lecture par Georges Didier Berman, donc je rends à César ce qui est à César. Allez voir, lisez Didier Berman, c'est absolument merveilleux à mon avis. Donc je le cite. Ce que le film va liquider, ici, ce n'est pas la tradition elle-même, mais, et c'est important de bien lire, la valeur traditionnelle de l'héritage culturel. C'est-à-dire une certaine manière d'envisager la tradition comme entité passée dont on hériterait passivement et qu'on devrait vénérer en quelque sorte. Or, une telle valeur est immobilisante politiquement puisqu'elle entretient l'idée d'une prééminence totale de ce qui a été sur ce qui est, un patronage du passé sur le présent. Alors là, vous avez des outils conceptuels, politiques, pour notamment répondre à des arguments qui sont souvent sur l'aile réactionnaire du champ politique, qui vont avoir tendance à penser la tradition sous un ordre justement immobilisant, et qui va critiquer par exemple l'aile qu'on appelle parfois progressiste, bon, même si c'est problématique cette conception, mais disons par exemple la gauche va être critiquée parfois par l'aile droite du champ politique, sous cette idée que la gauche liquiderait forcément la tradition, produirait des déracinements, enfin bref, c'est des choses qu'on entend beaucoup actuellement. Bon, ici, à mon avis, il y a une manière de réfléchir à cette question-là, en voyant qu'en fait, il y a des manières différentes de penser la tradition, et que c'est peut-être là que ça se joue. Une manière peut-être immobilisante, politiquement, qui va considérer que la tradition doit lui vouer un culte, et donc qu'en fait le culte implique de nouveau des rapports de soumission et de domination, et un rapport plus dynamique que Benjamin, je crois, essaye aussi de penser dans son écriture et dans son travail. De ce point de vue, la citation de Gans est éclairante. Abel Gans s'écrie avec enthousiasme « Shakespeare, Rembrandt, Beethoven feront du cinéma ». Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Il ne s'agit pas de supprimer Shakespeare, Rembrandt et Beethoven, ça serait l'erreur là de comprendre ça comme ça, mais de sortir cet héritage culturel de son rôle d'idole immobile. Souvenons-nous encore des leçons de Benjamin dans Le Conteur. Ce n'est que dans l'activité vive du raconter que la transmission s'opère effectivement. Ainsi, liquider la tradition pourrait s'envisager moins comme une négation de la tradition que du point de vue d'un sens littéral, en français du terme liquider, rendre liquide. Si toutes les légendes, toute la mythologie, tous les mythes, tous les fondateurs de religions, toutes les religions elles-mêmes attendent leur résurrection lumineuse, et qu'Abel Gans nous convie à une vaste liquidation, c'est au sens où le cinéma est un opérateur potentiel de vivification de l'héritage culturel, de liquidation, de le rendre plus fluide, au lieu d'avoir une sorte de bloc sédimenté culturel, une sorte de pierre immobile
est difficile à porter, on rend liquide la tradition, on la rend plus fluide, on peut la reconvoquer, enfin bref, on l'actualise. Évidemment, l'opération de liquidation n'est ni strictement positive, ni strictement négative, et il ne s'agirait pas non plus d'inverser entièrement les thèses naïves sur Benjamin, thèses qui font de lui un penseur conservateur sur le plan esthétique par exemple, mais juste de comprendre que l'analyse qu'il veut produire doit réunir les deux faces dialectiques du mouvement opéré par l'émergence du film dans le champ esthétique et social. L'objectif qu'on va avoir dans la suite de notre lecture va donc de comprendre ce qu'il se passe de spécifique avec l'apparition du film comme médium et en quoi ce médium déstabilise la tradition. Donc on va essayer de continuer ce travail. Je vous invite vraiment à, si vous suivez cette série, à voir comment ce que pense Benjamin peut nourrir vos propres réflexions, politiques notamment, et esthétiques, sur ce conflit souvent binaire qu'on produit entre les partisans, par exemple, en art, d'une tradition qu'il faudrait vénérer, et qui vont en même temps déplorer dans l'art contemporain une hypothétique disparition du sens et de racines, etc. Et puis au contraire, de l'autre côté, parfois, une caricature aussi de position iconoclaste, moderne, mais dans un sens un peu caricatural, qui va croire que justement il faut liquider toute tradition, tout ça. Mais en fait non, quand on étudie l'histoire de l'art, et même l'histoire de l'art contemporain, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre, de faire de la critique d'art contemporain, on comprend bien que les artistes, les productions artistiques se nourrissent, en fait fluidifient le rapport traditionnel aux objets. Et cette fluidification, elle a un sens politique qu'il faut réussir à penser. Et donc c'est ce qu'on essaiera de penser dans le prochain épisode.